Retour au débat de France 24 et on s'intéresse au sort d'Alep, ville martyre. Le Conseil de sécurité des Nations Unies se réunit autour du sort de cette ville alors qu'on l'a appris, 50 000 personnes ont fui Alep-Est et ses bombardements ces 4 derniers jours. Pour en parler avec nous, Agnès Levallois, consultante spécialiste du Moyen-Orient. Vous êtes chargée de cours à Sciences Po Paris. Dominique Trinquant, ancien chef de la mission militaire auprès des Nations Unies, directeur des relations extérieures du groupe Marc. Hakan Bilgin, coordinateur des missions en Syrie et en Turquie pour Médecins du Monde. Et également avec nous en direct de Beyrouth, Amar Abdrabbo. Vous êtes photojournaliste et bien vous avez réalisé notamment cet ouvrage Alep, A-L-E. Paix aux éditions Noir et Blanc. C'est paru ce mois de novembre, un recueil de vos photographies prises à Alep entre 2013 et 2014. Et c'est justement avec vous qu'on va débuter cette deuxième partie. Amar Abdrabbo, vous avez entendu ce que disait à l'instant Hakan Bilgin sur la détresse, y compris des humanitaires aujourd'hui à Alep. Qui compose aujourd'hui cette population d'Alep? Est-ce que ce sont effectivement des gens, évidemment en majorité civile, ça on le sait, mais qui sympathisent avec ce mouvement de rébellion envers le régime syrien? C'est des gens, j'ai envie de dire comme vous et moi, je veux dire, c'est des familles, moi j'ai été visiter des écoles, il y a des parents d'élèves, il y a des directeurs, il y a des enseignants, il y a des conseillers locaux, c'est des familles, je veux dire, c'est pas du tout une population particulière qu'on pourrait étiqueter d'une façon ou d'une autre. Ce que je voudrais vraiment mettre en lumière aujourd'hui, c'est que la bataille n'est pas juste entre Alep-Est et Alep-Ouest, moi je hais ces termes, mais la bataille elle est vraiment entre deux visions du monde, si vous voulez. On a, si demain cette expérience d'Alep meurt comme ça, eh bien c'est vraiment un message très fort qui sera envoyé aux jeunes générations arabes un peu partout, c'est de dire: ne vous révoltez pas, ne tentez rien contre les tyrans, parce que nous ne viendrons pas vous aider. Nous allons crier, nous allons hurler, mais nous ne ferons rien pour vous aider. Vous allez mourir dans d'effroyables souffrances. Je rappelle quand même les tracts qui sont lâchés par avion depuis quelques jours au sud d'Alep et qui disent exactement ça. Je veux dire, il n'y a pas d'hypocrisie. Le régime dit aux gens d'Alep, aux civils, il dit tout le monde vous a lâché et vous allez être réduits à néant, vous allez être anéantis si vous ne vous rendez pas. Et Hakan a dit tout à l'heure que ceux qui se rendent aussi sont victimes de règlements de compte et de bombardements, etc. Je veux dire, même cette solution de se rendre ne les met pas à l'abri des violences. Donc c'est vraiment une bataille entre deux visions du monde et c'est très important que nous ayons ça à l'esprit toujours. C'est pas juste deux quartiers qui s'affrontent et on se dit c'est pas grave, Alep va tomber. Si Alep va tomber, c'est la victoire du cynisme, c'est la victoire de M. Poutine, et c'est aussi pour l'Europe un énorme camouflet. On va se retrouver en n'ayant rien fait depuis 5 ans, en ayant à nos portes ce drame humanitaire. Quand je dis drame humanitaire, le mot est peut-être pas bon, parce que humanitaire, ça fait penser à un tremblement de terre. Là, c'est pas un tremblement de terre, c'est des gens qui appuient sur des boutons, qui envoient des avions et qui tuent d'autres gens. Donc c'est vraiment quelque chose qu'on pourrait arrêter d'une façon ou d'une autre. C'est un tournant qui est en train de se passer, Agnès Levallois, dans cette guerre civile syrienne? Oui, il y a déjà eu de nombreux tournants dans la guerre civile syrienne. Et c'est vrai que le sort d'Alep aujourd'hui... Ce que je veux dire, c'est que là, on est à la veille d'une victoire totale du régime syrien sur ce qu'il appelle la Syrie utile. Je crois que ça n'a aucun sens. Enfin, à mon sens, ça ne veut rien dire de parler de victoire aujourd'hui, même si le quartier tenu par les rebelles est repris par les forces de Bachar el-Assad et par les Russes et par les milices irakiennes, iraniennes et le Hezbollah. Ça ne veut en aucun cas, me semble-t-il, dire une victoire. Pourquoi? Pour une raison très simple. C'est que même si ces forces reprennent ce quartier, avec quels moyens vont-ils maintenir cette présence? On sait très bien qu'aujourd'hui, ces forces de Bachar el-Assad sont incapables de contrôler le territoire. Elles arrivent à contrôler des toutes petites parties du territoire. Les victoires, là, sont engrangées grâce à un appui extérieur. Jusqu'à quand cet appui extérieur va-t-il exister? Est-ce que les Russes vont rester jusqu'à la fin de leur vie en Syrie? Est-ce que les milices de Hezbollah vont rester pendant des dizaines d'années en Syrie? Est-ce que les milices iraniennes et irakiennes vont rester des dizaines d'années
condamnés en Syrie? Non, bien sûr que non. Donc c'est une espèce d'illusion que de penser que même si ce quartier tombe, c'est la victoire de ce régime. Arrêtons de parler en ces termes, parce que je crois que ça ne veut strictement rien dire sur l'arrêté. Ce que ça veut simplement dire, en revanche, et Sarah Mar l'a très bien expliqué, ça veut dire que c'est la fin, effectivement, de quelque chose et d'un souhait exprimé par les Syriens de changer ce régime. Ça ne veut pas dire qu'il ne va pas finir par tomber à terme, parce que évidemment que ce régime n'a aucune légitimité, il la perd un peu plus tous les jours, en dépit de sa tête extérieure. Ça, c'est une évidence aussi. Mais je ne crois pas qu'il faille penser, en tous les cas, que même si cette ville tombe entre les mains de ce régime, c'est une victoire de Bachar el-Assad. Je n'en crois pas un mot pour les raisons que je viens d'évoquer. Et ce qu'on va voir, effectivement, c'est que le régime va faire de la com autour de ça en disant qu'il est le plus fort et qu'il a gagné. Mais il a gagné quoi? Tout seul, il ne peut rien faire. Il ne dépend que d'une aide extérieure, que d'un appui extérieur. C'est même plus lui qui prend les décisions. On sait très bien qu'aujourd'hui, en termes de stratégie militaire, ce sont les Russes et les Iraniens et que Bachar el-Assad n'a pas son mot à dire. C'est ça une victoire et c'est de ça dont il va pouvoir se faire valoir en expliquant qu'il est le plus fort alors qu'il n'a plus aucune prise sur la réalité du terrain et qu'il laisse faire d'autres forces parce qu'elles ont un agenda qu'elles veulent mettre en œuvre. Dominique Trinquant. Pour reprendre votre conclusion, je pense que plus qu'un virage, c'est une conclusion de notre inaptitude à avoir fait quelque chose. Qu'aujourd'hui, on agite nos bras en disant il faut faire quelque chose, c'est bien. Mais ce n'est pas maintenant qu'il faut le faire. Il fallait le faire. Enfin, je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire, hein, mais je dis qu'il fallait faire quelque chose au départ. Au moment de la ligne rouge, il aurait fallu à ce moment-là aller au bout du bombardement. Oui, alors, réécrire l'histoire, c'est un peu difficile. Ouais. Mais ce dont je suis certain, c'est que le régime de Bachar el-Assad, effectivement, même s'il arrive à conquérir l'Est d'Alep, aura des grandes difficultés dans l'avenir, c'est clair. Le choix des Russes a été très clair. Il a été de dire « nous soutenons le seul gouvernement légitime parce que nous ne voulons pas d'une chienlit en Syrie ». Bon, on peut contester ce point de vue-là. Le point de vue qui était présenté avant, je rappelle, bien avant l'intervention russe qui était là-bas, était « est-ce qu'on s'occupe de la Syrie ou pas ?» Et en fait, tout le monde a dit, on ne s'occupe pas de la Syrie. Autant on s'est occupé de l'Irak à cause de l'historique américain, bien sûr, qui était là-bas, autant la Syrie, on ne s'en est absolument pas occupé. Pardon, on posait comme condition le départ de Bachar el-Assad, qui aujourd'hui est de facto impossible avec la présence voilà, russe. Mais bon, on s'aperçoit qu'il y a, si vous voulez, d'un côté, on prône le départ de Bachar el-Assad et on ne fait rien. De l'autre côté, et là je parle des Russes, bien sûr, on dit, le seul à soutenir, c'est Bachar el-Assad et on le soutient. Donc ils ont mis les moyens. Donc voilà, on arrive à la conclusion de deux stratégies, l'une qui était totalement inexistante et l'autre qu'on peut critiquer, mais qui arrive à la conclusion à laquelle nous sommes aujourd'hui. Hakan Bilgin, vous comprenez, vous, qu'aujourd'hui, ce soit la réelle politique, d'une certaine manière, qui impose ses droits en Syrie à la communauté internationale? Nous comprenons aujourd'hui et ce que nous sommes obligés d'accepter, c'est que nous sommes tous des perdants. Nous sommes tous des perdants en Syrie. Il faut arrêter. Nous sommes des perdants à tous les niveaux. Avec chaque vie que nous perdons aujourd'hui à Alep, c'est comme un clou sur un cercueil. Je veux dire, il faut arrêter. Oui, on ne refait pas l'histoire, mais il faut arrêter de répéter aussi les mêmes erreurs. Aujourd'hui, il y a une chose qui est quand même très simple, c'est qu'on ne peut pas parler de milliers de combattants et de leurs servants qui les aident et qui sont eux aussi du fait des terroristes. Non. Aujourd'hui, nous sommes en train de parler, comme le disait, des familles, des enfants, des grands-pères, des grands-mères qui sont là et qui veulent sortir dans le désespoir et qui sont en train de se faire maltraiter, enlever, torturer, tuer. Et c'est ça la réalité, c'est à ça qu'il faut s'atteler. C'est ça qu'on veut, nous en tant qu'organisation humanitaire, notre engagement, c'est de dire on veut atteindre ces gens et arrêter avec vos histoires de diplomatie, parce que jusqu'à présent, rien n'a fonctionné. Non, mais comment fait-on ? Eh bien, c'est une très bonne question qu'il faudrait poser. Nous l'avons très simple. Nous voudrions avoir accès, et si vraiment les Nations Unies, on est en train de parler des Nations Unies, nous sommes en train de parler des résolutions, etc., qui vont passer, c'est très bien, mais il n'y en a aucun qui a passé, il n'y en a aucun qui sera signé. Mais on devrait pouvoir, les conventions de Genève, je veux dire, il y a un tas d'outils, mais c'est pas les outils qui manquent, c'est la volonté politique. Hakan Bilgin,
Encore une fois, pour comprendre ce qui s'est passé, à la fin du mois dernier, au début de ce mois-ci, la Russie et Damas ont annoncé de manière unilatérale plusieurs jours de trêve, un cessez-le-feu, dans le but de permettre d'évacuer les populations civiles par des corridors humanitaires. Quasiment personne n'est sorti. Quelques blessés, semble-t-il, parmi les combattants. Comment vous l'expliquez? Vous faites allusion à ce moment important pendant lequel il y a des convois qui se sont fait bombarder. Qui a duré une dizaine de jours. Hein. Écoutez, on n'a jamais eu l'opportunité, c'était vraiment de la poudre aux yeux, on n'a pas eu l'opportunité de s'organiser et on n'a jamais eu les garanties nécessaires pour pouvoir envoyer ni des camions, ni des... On n'a pas pu acheminer d'aide humanitaire non plus. Hein. Mais bien sûr que non, mais on n'a pas pu non plus envoyer ni des équipes, on n'a jamais eu... Pour quelle raison? Double langage des Russes et du régime syrien ou bien tout simplement les rebelles eux-mêmes ne permettaient pas non plus de sécuriser les convois? Toutes les parties prenantes au conflit ont tout fait pour qu'en réalité, il n'y a jamais aucune aide qui n'arrive aux personnes et aux populations qui sont dans un désespoir et qui sont, je le répète, les Syriens aujourd'hui c'est un peuple abandonné. Alors qu'on veut l'accepter ou non, qu'on veut l'analyser ou non comme on le veut, ça ne changera rien au fait que nous n'arriverons pas à avoir accès à des gens qui sont dans un besoin terrible et qui sont dans des conditions terribles. Et voilà, et nous sommes là en train d'en discuter. Agnès Levallois. Je voudrais juste ajouter, je suis tout à fait évidemment d'accord avec ce qui vient d'être dit. Ce que je voudrais simplement ajouter, c'est que ce régime fait parfois des déclarations en disant il faut une trêve, on va la respecter, mais c'est un régime qui ne tient aucun des propos qu'il tient. C'est un régime qui passe son temps à dire des choses et à faire exactement le contraire en essayant de se faire passer pour quelqu'un de responsable et qui tient ses promesses. C'est faux, c'est entièrement faux et on l'a vu à de nombreuses reprises, que ce soit à Alep, mais on l'avait vu en son temps à Homs, comme on l'a vu aussi à côté de Damas, au point que un observateur racontait qu'à un moment, quand il y avait une ville à côté de Damas qui avait été pareil, prise en étau de la même façon, quand les premiers convois avaient fini par être négociés avec des organisations de l'ONU pour qu'un convoi apporte de l'aide humanitaire, de la nourriture, les barrages qui avaient été mis en place par les Syriens, les forces qu'on appelle loyales, finalement empêchaient que ces convois rentrent, et ce sont les Russes eux-mêmes, des responsables russes, qui sont venus pour essayer de faire rentrer du matériel et de la nourriture parce que les forces syriennes refusaient de respecter cet accord qui avait été signé. C'est pour vous dire qu'on est aussi dans une situation où on est dans un espèce de jeu de dupe de la part de ce régime qui n'a jamais tenu aucun engagement qu'il a pris. Et je crois que ce qui se passe à Alep démontre parfaitement ce mode de fonctionnement et donc qui complique évidemment le jeu aujourd'hui pour les humanitaires et pour essayer d'apporter le premier secours à cette population civile. Je crois que c'est important de le rappeler. Amar Abdrabbo, sur ces jours de trêve et ces corridors qui étaient censés être ouverts, il y a eu un espoir qui est né, on n'y a jamais vraiment cru. Non, je crois que sérieusement, on n'y a jamais vraiment cru. Je ne sais pas de qui on se moque, si on se moque de nous-mêmes ou si on se moque du public, du téléspectateur, si on se moque de l'histoire, mais on sait très bien que ni Poutine, ni Bachar el-Assad sont des grands humanitaires, ce n'est pas des gens qui ont envie de faire des trêves ni d'aider les populations civiles. Ils ont un agenda, comme l'a rappelé tout à l'heure le général, qui est très clair, qui n'est pas du tout... ils se cachent pas, ils disent les choses. Comme l'a dit aussi le général Trinquant, c'est aussi notre faillite à nous, je veux dire la faillite de l'Europe, la faillite des grandes démocraties qui n'ont rien fait pour appuyer leurs paroles, pour appuyer leurs promesses, qui ont dit... c'est un petit peu, ça me rappelle, je ne sais pas si vous vous souvenez, en 1991, quand dans la foulée de la libération du Koweït, on avait dit aux populations irakiennes du sud de l'Irak, notamment des chiites, de se rebeller et de se soulever contre Saddam Hussein. Et on les a abandonnés à leur sort. Et puis finalement, on les a abandonnés en race campagne et ils ont eu un sort des plus terribles. Et là, c'est, je veux dire, 25 ans après, on a à peu près la même expérience, à beaucoup plus grande échelle, mais c'est à peu près pareil. Donc oui, donc on se gargarise après deux mots. Je me souviens qu'à l'époque, là il y a un mois à peu près, il y avait même eu des communiqués qui étaient franchement risibles, qui disaient « l'état-major russe demande au président Poutine la permission de rompre la trêve ». Et le président Poutine disait « non, on ne veut pas rompre la trêve, on va leur donner un peu de temps ». Enfin, c'est vraiment des blagues à rembarre, il faut arrêter. Oui, quoi. Bon. Une mise en scène d'une certaine manière de la mansuétude de Vladimir Poutine. Hein.
Mais bien sûr, il y a eu 500 000 morts en Syrie, il y a une urgence humanitaire comme on n'en a pas eu depuis la Deuxième Guerre mondiale. Et on est là à écouter des dictateurs terribles, des gens qui prônent l'autoritarisme et le cynisme le plus absolu et qui sont là à nous donner des leçons de morale. Non, il faut arrêter, quoi, il faut être sérieux. Dominique Trinquant, si on essaie d'être réaliste concrètement, si l'on vous écoute, la France et globalement les puissances occidentales ne peuvent pas grand-chose maintenant que la Russie est présente en Syrie. Il n'y a plus de moyens d'empêcher cette opération de nettoyage ethnique qui est en train de se produire dans ces villes syriennes. Je n'irai pas jusqu'au terme de nettoyage ethnique. Je voudrais revenir simplement sur les populations. Évidemment que les populations sont l'enjeu. Si c'est dans une ville et dans un quartier d'une ville, ce sont les populations, ce ne sont pas les murs des maisons qui sont un enjeu, ce sont les populations. Et les populations, elles sont un enjeu. Et personne ne conteste la brutalité du régime de Bachar al-Assad. J'ai eu l'occasion d'être au Liban, à l'époque où c'était occupé, tous les Libanais vous le disaient. Une grande brutalité du régime syrien. D'une part. Mais c'est l'enjeu aussi de l'autre côté. C'est-à-dire que si les populations s'en vont et que les combattants se retrouvent tout seuls, forcément, ça pose un problème. Donc c'est l'enjeu, évidemment, c'est les populations. Et si on en arrive aujourd'hui... Vous voulez dire que les rebelles maintiennent aussi les populations dans le cœur des villes, comme bouclier humain d'une certaine manière? Alors, volontaires ou pas, mais l'enjeu, je répète, c'est les populations. Qu'elles restent volontairement ou pas, c'est l'enjeu. Et donc, aujourd'hui, quand on est dans cette conclusion dramatique de ce qui est en train de se passer, c'est l'échec de ce qui s'est passé avant. Et aujourd'hui, comment voulez-vous que militairement on intervienne? Alors, je suis d'accord, le Conseil de sécurité peut discuter. Le seul problème, c'est que les Russes ont le droit de veto au Conseil de sécurité, donc ils ne prendront pas de décision. Donc, l'accusation peut être, effectivement, de violation des droits humanitaires. Et on verra ce que ça fait aux Russes, aux Syriens et au Hezbollah de les accuser de ces choses-là. Vous pensez que ce sera pire? Que ça peut avoir des effets non, je ne pense pas que ce sera pire, parce qu'ils s'en moquent un peu. Ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, on arrive à la prise d'otages, qui sont les populations de la population est de Syrie. Et honnêtement... je pense que c'est une affaire de... On voit, ça s'est écroulé assez rapidement en 48 heures, beaucoup de quartiers. C'est une affaire d'une semaine. Et j'espère, heureusement, que en fait, ce sont nos yeux qui vont empêcher un certain nombre d'horreurs qui sont décrites. Ce sont nos yeux. Et donc, il faut rapidement être sur place pour être témoin. Sinon, on n'empêchera pas un certain nombre de choses de se passer. Hakan Bilgin, on vous sent agacé. Mais je veux dire, on prend la population est prise en otage par qui? Par les 800 combattants qui sont là? Il faut arrêter quand même. Je veux dire, la population, vous savez qu'il y a des gens qui n'ont pas voulu quitter leur maison? Mais je dis pas parce que c'était des terroristes. J'ai dit volontaire ou non. J'ai dit volontaire ou non. Volontaire ou non, mais ça prête à confusion. Parce que volontaire ou non, alors vous faites quoi? On fait des calculs par rapport à voir sur les 250 000, il y en a combien qui étaient volontaires et combien qui ne l'étaient pas. Non, aujourd'hui, la question, c'est de dire non, c'est pas vrai. Il faut arrêter de mettre des gens ordinaires dans des situations de combattants, d'extrémistes, ISIS, des gens qui ont peur tout simplement et qui ils ont tout simplement peur et ils ne peuvent pas fuir. Ils n'arrivent pas à fuir de un, ils n'ont pas les moyens de le faire. Et certains se sentent tellement abandonnés qu'ils acceptent leur destin et disent si c'est pour mourir dans un camp de réfugiés ou sur la route comme un chien, excusez-moi le terme, eh bien je préfère mourir sur une bombe, mais chez moi. Et ça, c'est la réalité de la majorité des gens. Agnès Levallois, je voulais vous poser une dernière question face à la situation et à la présence russe écrasante aujourd'hui à Alep et dans le reste de la Syrie, en tout cas aux côtés de Bachar el-Assad. Est-ce que lorsqu'on entend Donald Trump tenter de trouver un terrain d'entente et des qualités au président russe et indirectement à Bachar el-Assad lui-même, ou même François Fillon ici en France, qui semble opérer lui-même un revirement, en tout cas dans ce qui était jusqu'à présent la position de la droite française, est-ce qu'on n'est pas en train d'habiller finalement par des considérations idéologiques, du prêt-à-penser, finalement, ce qui est simplement notre impuissance? Est-ce que ces dirigeants ne sont pas simplement en train de donner un prétexte au fait qu'on n'a plus la possibilité ni le courage d'agir? Oui, ce qui est clair en tous les cas, c'est que pour les Russes, il est très important d'engranger le maximum de gains sur le terrain, d'où l'offensive très forte qui est menée sur Alep aujourd'hui, avant la prise de fonction de Trump, pour que la situation soit acquise sur le terrain pour les Russes essentiellement. Bachar el-Assad, pour moi, n'est pratiquement qu'une marionnette entre les mains des Russes, pour dire aux Américains, voilà, maintenant Alep, on contrôle, c'est contrôlé, et maintenant, qu'est-ce qu'on décide entre nous? Et on se répartit. J'imagine qu'il va y avoir une
espèce de négociation entre Trump et Poutine. Et on voit bien que l'offensive aujourd'hui sur Alep est la conséquence de l'élection et de la volonté de faire le maximum et d'engranger le maximum sur le terrain pour après arriver en position de force dans la négociation. Fait accompli. Et ce qui permettra à Trump, qui je crois n'a pas une envie folle de s'impliquer dans les questions du Moyen-Orient, enfin on verra, du coup d'acter et de se dire, bon ben voilà, c'est comme ça et on verra bien après ce qu'on en fait. Mais ce qui n'empêche qu'effectivement que l'urgence, elle n'est pas dans ces débats aujourd'hui diplomatiques, mais que faire pour sauver cette population civile. Et on voit bien que les Américains ont complètement jeté l'éponge, d'une certaine manière, ont délégué leur capacité à agir aux Russes, et c'est la situation dramatique dans laquelle se trouve la ville aujourd'hui. Merci beaucoup Agnès Levallois, merci également à Dominique Trinquant, à Hakan Belgin et à Amar Abdrabbo d'avoir été nos invités pour ce débat. Restez avec nous, tout de suite c'est à la suite de l'actualité, cette fois vue du net, un œil sur les médias avec Karim Yayaoui. Un œil sur les médias avec vous, mon cher Karim, bonjour. Bonjour. Les médias qui ne peuvent que constater l'indifférence générale, ou l'impuissance plutôt, face à la situation à Alep. C'est vrai, inertie, impuissance, c'est des mots qui reviennent dans beaucoup d'articles. Celui-ci, notamment, article de la presse régionale, La Nouvelle République, qui évoque Alep-Est qui meurt sous les bombes et l'inertie du reste du monde. Un article où on retrouve un certain nombre d'images tirées des réseaux sociaux, parfois difficiles à soutenir. On raconte l'absence de vivres, d'hôpitaux, d'essence, la ligne rouge du chlore utilisé qui est quotidiennement enjambée, avec des témoignages mais aussi des vidéos partagées sur les réseaux sociaux et reprises ici sur le site de la Nouvelle République. Il y a un article qui était assez partagé aujourd'hui, il est à lire sur le site de Lorient Le Jour, un article qui évoque la lassitude, l'incompréhension mais aussi l'impuissance. Le martyr d'Alep, nous explique-t-on, mobilise peu l'opinion. L'article commence avec une manifestation du côté de Paris et on nous explique qu'il y avait à peine une centaine de personnes, pas plus de monde à Berlin, à Londres, à Rome, peut-être parce que aujourd'hui ce conflit est un des plus difficiles à décrypter. On souligne pourtant les mots d'un haut responsable de l'ONU qui explique que c'est un nouveau Sarajevo, un chapitre noir dans l'histoire de l'humanité et de la politique. On souligne aussi dans cet article que peut-être les attentats commis en Europe ont mis fin à la capacité d'empathie et aussi à l'indignation des populations occidentales. Et finalement, aujourd'hui, le peuple syrien semble invisible. C'est la conclusion tragique de cet article assez partagé, je vous le disais, sur Twitter. Et puis, l'impuissance de l'ONU, on en parle dans cet article du Monde qui était relayé aujourd'hui sur les sites des réseaux sociaux, mais c'est un article et un titre qu'on aurait pu avoir il y a une semaine, il y a 15 jours, il y a 3 mois. Sur les réseaux sociaux, évidemment, on parle de la présence russe. Le journaliste Jean-Michel Apathy partage sur son compte Twitter cette remarque. Le massacre d'Alep est une claque formidable à tous ceux qui se pâment devant Vladimir Poutine. Une internaute lui rétorque aujourd'hui, la France et l'Europe devraient avoir honte. On évoque aussi François Fillon, dont on parle beaucoup ces derniers jours, qui souhaite traiter avec la Russie. Alors évidemment, ce n'est pas du tout le point de vue qu'on met en avant sur le compte Twitter de Russia Today, qui explique qu'on cherche à diaboliser la Russie au profit des islamistes radicaux. En tout cas, ce point de vue était loin d'être majoritaire sur les réseaux sociaux aujourd'hui. Vous parliez de cette population, 50 000 personnes ont fui depuis 4 jours, depuis d'après l'Observatoire syrien des droits de l'homme, mais un certain nombre d'entre eux ont choisi de rester. C'est le cas de Mortar qui raconte son quotidien, qui raconte aussi ces tracts qui pleuvent sur Alep, des tracts où on peut lire « Si vous ne quittez pas cette zone rapidement, vous serez anéantis ». Vous voyez bien que tout le monde vous a laissé tomber, personne ne viendra à votre secours. Et Mortar de conclure finalement, c'est vrai, le monde entier nous a laissé tomber, c'est un fait. Toujours sur les réseaux sociaux, on a vu apparaître un certain nombre d'internautes qui, au lieu d'arborer une photo ou un avatar, ont choisi de mettre du rouge. Le rouge, évidemment, du sang qui coule à Alep. Cette initiative lancée par Ahmad Al-Khatib a été largement suivie sur les
réseaux sociaux, notamment sur Twitter. Et puis sur Twitter, on a aussi beaucoup parlé ces dernières semaines de cette fillette qui a 7 ans et qui raconte l'enfer d'Alep avec des tweets parfois empreints d'espoir, mais aussi avec des images souvent tragiques. Elle s'appelle Bana, mais c'est sa mère qui tweet la plupart du temps pour elle. Elle est en contact notamment avec J.K. Rowling qui lui aurait envoyé un livre. Elle n'a, semble-t-il, pas eu le temps de le lire, l'auteur d'Harry Potter, mais elle raconte qu'elle n'a pas eu le temps de le lire puisque sa maison a été frappée par les bombes. Mais même ces témoignages de cette petite fille de 7 ans suscitent une espèce de bataille sur les réseaux sociaux parce qu'un certain nombre d'internautes l'accusent d'être l'outil de la propagande des rebelles syriens. En tout cas, son témoignage a largement été relayé et par les twittos, mais aussi par les médias depuis septembre. Donc elle raconte le quotidien d'une petite fille, mais aussi d'une population entière à Alep. Merci beaucoup Karim. Voilà, merci à nouveau à nos invités. Restez avec nous à suivre tout de suite un nouveau journal sur France 24.